Bonjour à tout le monde, il est 18h30 et nous commençons notre 19e webinaire du CEMA. Et c'est un webinaire encore un petit peu spécial puisque nous avons notre auteure ici présente avec nous et Nathalie aussi du CEMA que vous connaissez puisque les derniers webinaires, c'est beaucoup toi Nathalie qui les a animés, responsable des mardes. Donc, comme vous êtes assez nombreux, et bien un peu une centaine, on va prendre un petit peu le temps que tout le monde puisse rentrer. Et ce webinaire aussi est un petit peu exceptionnel parce qu'il se déroule en semaine. C'est assez rare qu'on fasse les webinaires en semaine. On s'est dit qu'avec les beaux jours et les week-ends du mois de mai et de juin, c'était pas forcément le meilleur moment de se retrouver le samedi. D'où le mercredi. Et apparemment, ça convient à pas mal de personnes et surtout à Pauline qu'on va bientôt présenter. Alors comme d'habitude, pour les personnes qui ne seraient pas habituées, je vais rappeler les questions-réponses que vous pouvez voir dans votre écran, les questions-réponses pour poser des questions et on va essayer d'y répondre aussi. Nathalie va relayer les questions qui pourraient se trouver également sur le chat. Et on veut bien que vous puissiez nous indiquer d'où vous venez, comme d'habitude. Voilà, d'où vous venez, si c'est possible. Alors on voit que vous êtes déjà assez nombreux. D'où vous venez, d'où vous nous regardez. Parce qu'une des chances qu'on a avec ces webinaires, c'est vraiment de pouvoir toucher à peu près tous les fuseaux horaires, puisqu'on est allé jusqu'au Québec, les États-Unis, et carrément de l'autre côté jusqu'à la Thaïlande, en passant par l'Afrique et toute l'Europe. Donc n'hésitez pas à nous indiquer d'où venez. Voilà, ça on commence à voir dans le fil de discussion apparaître. Et ça nous fait aussi un petit peu voyager. Oui. Et ce webinaire, comme tous les webinaires du CEMA, est enregistré, ce qui permettra aux personnes qui ne pourraient pas assister complètement à ce webinaire ou aux personnes qui ne peuvent carrément pas y assister en direct, eh bien, de le voir à nouveau sur le site du CEMA, semafor.org. Et on rappelle aussi que pour les personnes qui suivent le webinaire in extenso de bout en bout, eh bien vous pourrez, si vous le souhaitez, avoir une attestation de formation puisque ça rentre dans la formation de suivre un webinaire. Alors, est-ce qu'on peut commencer? Oui, je pense qu'on peut commencer. 3 minutes. 3 minutes, on 33. On commence à 33. Voilà. 18h33, c'est bien. On peut bien. commencer. Oui. Et on voit qu'il y a l'Espagne aussi. Voilà, la Belgique, l'Espagne, donc il y a un certain nombre de pays d'Europe pour le moment qui sont présents. Parfait. Londres. Alors aussi, bon, notre spécificité de ce webinaire, c'est que Pauline, et tu vas la présenter, c'est rare que nous n'ayons pas de personnes qui interviennent et qui soient médiatrices. Effectivement, tu n'es pas médiatrice. Je ne suis pas médiatrice professionnelle. Voilà, tu n'es pas médiatrice professionnelle, donc Nathalie va pouvoir vous raconter qui est Pauline. Maintenant, et on va le voir ici, je crois, tout l'intérêt de ce webinaire, c'est d'essayer, c'était une volonté forte qu'on avait au niveau du CEMA, essayer d'élargir le monde de la médiation à tous les acteurs de la médiation, qui ne seraient pas nécessairement des professionnels, ou des personnes formées, ou des personnes qui pratiquent la médiation dans un espace de médiation attitré. Et c'est ce qui fait aussi que ce webinaire, on l'organise en partenariat avec l'AMH, l'association de la médiation humaniste, qui est ouverte à tous les médiateurs, mais pas simplement, toutes les personnes qui sont sensibles à l'humanisme au sens fort du terme. Et à ce titre, si tu n'es pas médiatrice formée comme tu aurais pu l'être par exemple au CEMA ou ailleurs d'ailleurs, eh bien tu présides, tu es responsable de la commission pour la paix de l'AMH. Voilà, je suis ravie. Alors on va laisser Nathalie. Alors, mais qui est donc Pauline Ampongy? Alors, en fait, Pauline, tu es docteure en histoire contemporaine, conférencière, poétesse et écrivain.
Et j'ai ici devant moi la liste des nombreux ouvrages que tu as déjà rédigés depuis 2001. Alors, je ne vais pas tous les donner. Nous avons eu en 2021 donc, la parution de Mère et paix. Voilà, ce livre que je vous... Alors, il est très annoté chez moi. Voilà, voilà. Aux éditions de l'École de guerre. Aux éditions de l'École de guerre. Ce qui est très intéressant. Donc, qui a particulièrement retenu notre attention. C'est un livre dont nous allons vous parler ce soir, dont tu vas nous parler, qui est un livre à la fois très très riche et comme je te l'ai déjà dit, un petit peu dur à lire, hein, puisque ce que tu y relates, c'est presque 70, je crois, je ne les ai pas comptés les unes derrière les autres. Oui, entre 70 mères. 70 mères ouais. Dans 40 pays qui œuvrent pour la paix et qui sont donc peut-être déjà des médiatrices en graines, mais comme M. Jourdan, effectivement, M. Jourdain ne le sachant pas. Donc nous avons effectivement choisi de vous faire connaître cette œuvre avec ce positionnement des mères dans le monde qui est vraiment avec ton regard vraiment passionnant, bouleversant. Franchement, un livre bouleversant. Donc tu vas nous en dire un peu plus. Je n'ai pas précisé, quand même, pour revenir en arrière, parce que c'est quand même pas rien, que tu es membre du Cercle des poètes patagons et de l'Académie de la poésie française. Oui, ce qui n'est pas négligeable. Donc voilà. On va voir ensemble quel rôle jouent les mères dans l'édification de la paix. Oui. Et j'aimerais, avant que tu puisses répondre à cette question, j'aimerais reprendre une citation de ton ouvrage, mais plus spécifiquement dans la préface, du prix Nobel de la paix. Denis Mukwege, oui, voilà, qui a fait la préface. Qui va vraiment permettre de résumer la puissance de ce livre. Donc je le cite. « Ce livre est un cri du cœur, le cri des mères qui savent que sans la paix, rien n'est possible. » Et c'est, je crois, ce que nous partageons avec toutes ces mères. Mais tu vas nous préciser sans doute ce qu'il faut entendre par mère. Oui, parce que les mères, j'ai voulu ouvrir beaucoup. Le mot mère, il fait appel à une vision qui va au-delà du biologique. Et donc, il n'y a pas que cette vision biologique de la maternité. Il y a aussi une conception spirituelle, une maternité spirituelle ou sociale. Et c'est très important donc de savoir que ben voilà, on peut être mère si on n'a pas d'enfants, voilà, on n'a pas mis des enfants au monde, on peut être mère. Et j'ai interviewé plusieurs personnes, plusieurs femmes qui avaient cette force de la maternité en elles et qui étaient bouleversantes. Donc à partir du moment justement où on a cette capacité à éduquer, à élever l'autre en lui apprenant à s'aimer et à aimer la vie, on a cette dimension maternelle ancrée dans le cœur. Voilà. Oui, donc il ne faudrait pas penser le titre de ton ouvrage comme quelque chose qui serait restrictif, d'une part aux femmes et d'autre part aux femmes qui ont procréé ou engendré. On est davantage dans ce qui va relever non pas du matériel du corps, mais ce qui va relever de l'élan, de l'intention bienveillante dont parle Marshall Rosenberg en communication non violente. C'est vraiment cet élan vers l'autre. Tout à fait, et puis cette capacité à élever, c'est-à-dire à porter, à faire jaillir. Et ça, c'est extrêmement important, je crois qu'on le voit à travers les témoignages de ces mères dans le livre. Voilà. Alors, qu'est-ce qui fait que malgré tout, tu parles plutôt des mères et pas des pères? Alors, tout d'abord, je représentais une ONG qui s'appelle Make Mothers Matter,
à l'UNESCO. Donc c'est vrai que cette ONG qui est née en 1947 à l'UNESCO, principalement se préoccupait des mères, et cette ONG est née en 1947, donc juste après la Deuxième Guerre mondiale, parce que les mères avaient à cœur cette thématique de la paix. Donc j'ai écrit ce livre dans le cadre de cette ONG qui aidait les mères. Alors évidemment, toutes les questions qui traitaient de l'économie, de la santé, de la paix, de l'éducation sont traitées aussi dans le livre. Mais si ce livre parle des mères, il n'exclut absolument pas les pères. Parce que voilà, les pères sont présents vraiment tout le temps dans le livre. Et ils accompagnent leurs enfants. Donc c'est vrai que je vais parler beaucoup des mères, mais en tout cas pour les hommes qui nous regardent, ils sont absolument associés à cette, voilà, ce rapport à la paix, et ils sont indispensables. Voilà. Donc on ne peut pas penser les mères et la paix sans penser aux hommes. Bâtir un monde en paix, ça n'est pas... Ça n'est pas le propre des mères. Voilà, c'est pas le propre des mères. C'est mon angle, c'est mon sujet, mais ça n'est absolument pas le propre des mères. Ceci étant dit, il y a peut-être quelque chose de spécifique concernant les mères. Oui, alors évidemment les mères, elles ont ce rapport particulier à la vie, elles ont cette notion propre du rapport à la vie. Et elles sont souvent un poste d'observation qui leur permet de comprendre l'origine des problèmes, et elles sont aussi bien placées pour proposer des solutions au dysfonctionnement de la société dans laquelle on vit. Et souvent les mères sont les premières dans l'éducation, hein, l'éducation, ce qu'on appelle l'éducation informelle, c'est-à-dire la toute petite enfance. Elles sont les premières à y être confrontées. Et elles sont aussi les dernières. Quand il y a des problèmes très graves, je me souviens d'une mère qui m'avait dit « mais moi j'ai mon fils en prison ». Voilà, c'était la seule à aller voir ce fils qui était complètement désocialisé et violent. Cette mère, elle allait encore voir son fils. Voilà. Donc elles sont à la fois au début et à la fin. Ce qui fait qu'elles sont aussi présentes, si je comprends bien, c'est que souvent les hommes, eux, sont absents. Les pères sont absents. C'est ce qui fait notamment que les femmes et les mères prennent tellement à cœur l'éducation des enfants. Alors oui, les pères, hélas, sont souvent absents avec il y a toutes sortes de causes à cette absence. Mais en tout cas, sachez que ils sont souvent même au hit parade, j'allais dire, des problèmes de la société avec la violence, la drogue, les suicides, l'emprisonnement, etc. Et pourtant, sachez, messieurs, que les enfants ont besoin vraiment, vraiment de leur père. Et c'est ce que tu as dit, c'est ce que tu as écrit d'ailleurs. Si le couple conjugal va bien, il y a répercussions sur la vie des enfants. La présence d'un père stable dans une famille est facteur de paix. C'est bien ce qu'on connaît en médiation familiale en particulier. Voilà, ce qu'on essaye de retrouver, une stabilité familiale, même dans un cadre de séparation, mais qui permettent de redonner de l'équilibre aux enfants notamment. Oui, parce qu'une forte relation de l'enfant avec son père, enfin une forte relation, une relation construite, aimante, bienveillante, va stabiliser l'enfant. Ouais. Et donc, c'est vrai quand les pères sont absents, d'abord les mères, une psychologue russe que j'ai interviewée dans le livre, avait dit à une femme, une mère, qui voulait se passer du père, parce que, bon, pour des tas de raisons, elle était en train de divorcer, etc. Et la psychologue lui dit, écoutez, vous ferez sans doute une très très bonne mère, mais vous ferez un très mauvais père. Oui, voilà. J'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé ça, oui. Alors, ceci étant dit, il y a quand même quelque chose de très spécifique, malgré tout, par rapport aux mères. C'est que les mères sont quand même les premières, et c'est là où ça nous touche, en tant que médiateurs, médiatrices, les premières victimes des conflits. Notamment en Iran, au Pakistan, l'oppression des femmes, elle se joue carrément au niveau national, pour ne citer que ces deux pays. Donc les femmes, en tant que porteuses de vie, dans les moments de crise, dans les moments de conflit, a fortiori dans les moments de guerre, sont les premières victimes. Et c'est peut-être à ce titre-là que leur relation à la vie, leur relation à la paix est beaucoup plus forte. Parce qu'elles ont pris la mesure en tant que victimes premières du danger que représente
pas juste en soi pour les autres, mais pour elle-même. Oui, oui, et puis, alors, en plus, ce qu'il faut ajouter, c'est que dans les pays en guerre, où le viol est quasiment systématique, voilà, ça c'est terrible, on va violer la femme parce qu'on va la casser, on va la briser, donc on va briser la mère, et quelque part, on va toucher la famille. Si vous voulez, c'est en chaîne, c'est-à-dire que si on touche la famille, si on estime que la famille est la base de la société, on fragilise aussi la société. Donc on fragilise la femme, on fragilise la mère, on fragilise la famille et on fragilise la société. Et c'est pour ça que vraiment le viol devrait être davantage sanctionné. Alors, pour pouvoir préciser les choses, donc dans ton ouvrage, et c'est pas ce qu'on va respecter, mais j'aimerais quand même qu'on le dise, tu as structuré ton ouvrage en 10 parties. Divers d'actions. Divers d'actions. Donc, il y a sacrifier, pardonner, libérer la parole, résister, connaître, transmettre, éduquer, former, soigner. Et dernier chapitre, oser être mère et apprendre à être père. Et pour ce webinaire, tu vas peut-être nous présenter les choses autrement. On souhaitait avec Nathalie voir un petit peu quelles étaient les différentes figures de la mère, plus que ce qu'elle fait concrètement, ce qu'elle est. Quel type de médiatrice elle peut être et quels sont les actes de médiation du coup qu'elle va pouvoir poser. D'accord. Alors en effet, on va déstructurer un peu les chapitres, mais c'est pas grave, ça fait rien. De toute façon, ce qui peut être difficile, c'est de sélectionner des exemples parce que j'ai toujours plein d'exemples de mères qui me viennent en tête et voilà, parce que je les ai trouvées formidables quand je les ai interviewées, donc j'ai envie de parler d'elles à chaque fois, de porter leur voix à chaque fois. Je pense que déjà au départ, la mère, en fait, une des questions, c'est de se demander comment les mères porteuses de la connaissance de soi et de l'autre, ouvrent leurs proches, leurs enfants au monde, sans qu'ils en aient peur. Et ça, c'est important parce que la mère, elle est comme un pont entre deux mondes, elle est entre l'enfant, la famille, et l'autre, entre le soi et l'autre. Et elle va faire ce trait d'union et aider son enfant à se connaître, à savoir qui il est, à connaître son histoire, ses racines, lui permet de ne pas avoir peur de s'ouvrir aux autres. Il est bien structuré, il a une colonne vertébrale, mais il n'a pas peur de s'ouvrir aux autres. Voilà. Et donc la connaissance de soi va conduire à la connaissance de l'autre sans en éprouver de peur, et à contrario, la méconnaissance de soi peut conduire à la méconnaissance de l'autre, donc on s'isole, on est plus dans un rapport de violence à l'autre, et ce qui vaut évidemment une échelle individuelle vaut une échelle collective. Donc cette connaissance de soi est très importante, et c'est pas parce qu'on s'ouvre aux autres que pour autant on se dilue dans les autres, c'est pas pour autant qu'on perd sa propre identité. Et je pense à Lucie en Centrafrique, je peux parler de Lucie, oui, Lucie oui. que j'aime énormément, si elle me regarde, bien voilà, je salue Lucie. Elle dit, elle a fait de la médiation, alors elle est centrafricaine, elle a vécu en France, elle a des enfants qui sont français et centrafricains, donc elle leur a appris à se connaître, à connaître leur double identité, et elle a travaillé comme médiatrice à Lieu-Saint, et avec des jeunes. Et elle leur a dit, voilà, si je sais qui je suis, je serai en paix avec moi-même et avec les autres. Je peux assumer mon identité et mieux dialoguer. La méconnaissance de soi entraîne une méconnaissance de l'autre et est un facteur d'isolement et de violence. Et Lucie, qui est partie après vivre en Centrafrique, qui est intervenue dans les conflits, les guerres civiles en Centrafrique, a joué ce rôle de médiatrice entre des factions rebelles et des gouvernements. Donc, elle a vraiment, je veux dire, c'est incarné. Enfin, quand elle a dit ça, elle l'a vécu, elle s'est retrouvée sur un terrain compliqué, et elle est persuadée que cette connaissance apporte quelque chose. C'est ce que j'ai vu aussi à propos de Lucie, ce qu'elle dit que j'ai retenu particulièrement, c'est la plupart du temps, c'est l'ignorance qui crée la violence. Si on est sans culture, on ne partage rien. Si on est sur la défensive, la violence domine. Exactement.
Voilà. Donc c'est intéressant parce que ça renvoie au premier impératif sur le fronton de Delphes, le connais-toi toi-même, impératif socratique. Et on se rend compte à quel point en fait les mères sont porteuses de cette sagesse ancestrale. C'est important d'abord de savoir qui je suis, et donc par la parole, par la reconnaissance sans doute de l'enfant, par son inscription dans une lignée, qui n'est pas le plus souvent maternelle d'ailleurs, on peut le voir en anthropologie. En tous les cas, elle donne à l'enfant des racines. Oui, elle donne à l'enfant des racines, elle donne à l'enfant les moyens aussi de se poser des questions. Peut-être on ne va pas apporter toutes les réponses tout de suite, mais en tout cas, elle donne à l'enfant justement la possibilité à un moment de s'interroger, d'interroger les parents, les membres de la famille sur qui je suis, d'où je viens, voilà, quelle est mon origine. Et voilà. Mais c'est le rappel du fait que pour être humain, j'ai besoin d'abord de me constituer en lien avec d'autres êtres humains. Ça peut très bien être une mère adoptive. Oui, mais en tous les cas, de m'inscrire dans une lignée. Exactement, mais de s'inscrire dans une lignée. Et il n'y a rien. C'est terrible de ne pas savoir qui on est. Et d'ailleurs, je crois que c'est un moment, c'est Lucie ou peut-être Lucie, oui, qui dit que des jeunes qui viennent de pays différents, enfin, arrivent en France, donc c'est le pays d'accueil, finalement ils ne parlent pas français, ils ne savent pas pourquoi leur famille est venue en France, ils ne savent pas ce qu'ils font en France. Donc voilà, ils n'ont pas les moyens de comprendre, et ils n'ont pas les moyens au fond de s'intégrer. Oui, c'est ça, c'est les enfants grandissent sans repère. Exactement. Donc la mère comme premier repère pour permettre à l'enfant, et là c'est important parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une ambiguïté avec une certaine forme d'enracinement nationaliste. Le paradoxe, c'est que pour pouvoir, et d'ailleurs Ulysse le montre très bien, hein, il n'y a pas d'Odyssée s'il n'y a pas d'Ithaque, donc pour pouvoir aller vers l'autre, pour pouvoir construire des ponts d'altérité vers l'autre, j'ai besoin d'abord de savoir d'où je viens, qui je suis. Pour qu'il y ait un nous avec un tu, il faut déjà qu'il y ait un je qui soit en lien avec d'autres je. Oui, exactement. Donc ça c'est le premier rôle des parents, et peut-être plus spécifiquement des mères, parce que ce qui caractérise la mère, c'est malgré tout que, ayant porté l'enfant, il y a quelque chose de très charnel. Je peux localiser, je peux d'une certaine façon localiser d'où je viens. C'est un acte. Ma naissance, c'est quelque chose qui relève de l'acte et pas juste du fait de nommer d'où je viens. Mais oui, c'est un acte fort. Et tu dis, il ne faut pas qu'il y ait de confusion, c'est pas nationaliste. Non, c'est vraiment culturel, mais la culture au sens très large. On ne peut pas être aveugle, enfin, c'est comme si quand on n'a pas de moyens de connaître d'où on vient, on est dans le noir. Et c'est terrible en fait. On ne peut pas se diriger. Donc voilà. Et c'est vrai que la mère et le père ont cette capacité, déjà, au moins, à pouvoir transmettre les premiers éléments. C'est ce que Ricoeur appelle l'identité narrative, donc pouvoir raconter une histoire et permettre à l'enfant de s'incarner en fait. Ça ne suffit pas d'avoir un corps, il faut aussi que j'ai une histoire. Ah oui. Et c'est vrai qu'il y a quelques jours, c'était la fête des mères. Voilà. D'où peut-être, on n'y a pas pensé, mais d'où l'intérêt peut-être de faire ce webinaire aujourd'hui. Bravo. On aurait pu le faire le 29, pourquoi pas. Donc ça, c'était le premier temps important sur la mère comme un pont entre deux mondes qui va permettre à l'enfant de s'ouvrir au monde. Voilà, elle est un trait d'union entre ce qui se passe dans une sphère privée, familiale, et puis le reste du monde, parce que élever un enfant, c'est le rendre autonome, c'est le rendre indépendant, c'est l'amener justement à vivre dans le monde. Donc ce qui implique une certaine conscience, et donc une certaine capacité de la mère à accueillir l'enfant, in concreto. Oui, voilà. D'accord. Ça, c'était le premier modèle de mère. Il y en avait un deuxième aussi. En fait, ces modèles de mère, elles sont toutes un peu ça. Oui, on a essayé pour des raisons pédagogiques. Oui, elles sont toutes un peu ça, c'est toujours une difficulté. Alors, et c'est vrai que ces mères voilà, qui n'ont pas peur d'amener leurs enfants vers les autres et qui leur donnent les armes, les bonnes armes pour se connaître, elles s'ancrent, leur désir, c'est de s'ancrer sur ce qui unit l'humanité, pas sur ce qui l'oppose. Elles vont voir ce qui est commun à notre humanité. Alors, moi, dans le livre, j'ai parlé de valeurs phares. Il y a une espèce de... On est à peu près d'accord sur ces valeurs phares, c'est-à-dire l'amour, le respect, le partage, pour n'en citer que 3, mais il y en a beaucoup d'autres. Et
voilà, ce qui nous unit autour de notre humanité, c'est important. Et ça, c'est pareil, on peut le voir à une échelle individuelle et à une échelle collective. Alors, si on prend un exemple à une échelle collective, j'ai interviewé une femme qui s'appelle Marilyn. Et Marilyn, elle est d'origine tunisienne et elle est partie vivre en Israël. Elle est juive d'origine tunisienne, elle a vécu en France, voilà, un parcours, elle est un petit peu passée dans plein de pays dans le monde. Et elle a décidé de vivre en Israël et elle a fondé un mouvement qui s'appelle Women Wage Peace, je ne trouve pas, WWP, dont l'objectif, sacré objectif, est de faire pression sur le gouvernement israélien pour qu'il parvienne à un accord bilatéral politique acceptable afin de mettre fin au conflit israélien. Son idée, elle est simple, c'est que les femmes, les mères, elle est mère d'un fils qui a été soldat à Gaza, donc elle sait de quoi elle parle, elle a peur pour lui. Elle veut que les mères voilà, aillent sur le terrain et soient visibles. Donc elle a organisé à travers de cette association des marches, des Israéliennes. Et en même temps, elle a travaillé avec des mères et des femmes palestiniennes et elles ont organisé des marches ensemble. Et la dernière fois qu'elles ont marché ensemble, il y avait 20 000 femmes qui marchaient pour la paix. Parce que pour elles, ces femmes vont produire quelque chose de différent pour apporter la paix. Elles vont être fédératrices, elles vont prouver qu'elles sont capables de se réunir entre femmes arabes et femmes juives et que ce qu'elles veulent, c'est la paix. C'est la paix pour leurs enfants. C'est pas une utopie, voilà, elles savent très bien qu'on vit pas dans le monde des bisounours et que la paix, c'est pas un truc gluant et sans contour. Mais elles savent que, en tant qu'Israélienne, Marilyn a envie de vivre en Israël et elle sait qu'elle ne pourra vivre en Israël que si elle est en paix avec sa voisine palestinienne. Donc comment faire pour marcher ensemble? Et c'est là où je dis, finalement, ces mères s'ancrent dans ce qui unit l'humanité. Parce qu'elles savent très bien que pour leurs enfants, que ce soit une mère israélienne ou une mère palestinienne, quand elles ont un enfant qui part à la guerre, ben, elles ont un même cœur, elles éprouvent la même chose. On a peur pour son fils. Bien sûr. Enfin, quand on est une mère normalement constituée. Après, voilà, je parle des mères qui sont équilibrées. Mais donc voilà. Alors, elle a organisé ces marches. On a sans doute, moi je les ai vues à la télévision. J'imagine que très émouvant, parmi vous, il y en a qui ont pu les voir, effectivement, parce que ça a été un peu relayé. Oui. Et c'était très impressionnant, effectivement, de les voir ensemble. Et elles sont joyeuses. Oui, enfin, il y a de la joie. Oui. C'est fait avec une envie de réussir, d'être visible. C'était magnifique. Elles viennent casser ce qui structure notamment et ce qui alimente les guerres, c'est la propagande de guerre. La propagande de guerre qui laisse entendre que c'est les autres qui veulent la guerre, que les autres sont les méchants. Et elles montrent très concrètement, en marchant ensemble, qu'en réalité, il n'y a pas à considérer l'autre nécessairement comme un ennemi. Exactement. Et ça, c'est... On le voit, je sais qu'après, on intègre ça, c'est-à-dire que l'autre est notre ennemi, on le fait sien, et puis ça nous empêche finalement de réfléchir autrement. Et on est un petit peu vampirisé par cette idée que on doit voir l'Israélien ou le Palestinien, parce que je parle de ce cas, mais il y en a beaucoup d'autres. Hein, voilà. Et je pensais à un exemple d'une femme qui était elle à Bethléem, en Palestine, et une jeune fille vient la voir, et cette jeune fille, elle craignait de partir pour Jérusalem, suivre un cours de maîtrise où étaient mélangés des Israéliens et des Palestiniens. Et cette femme s'appelle Michel, elle était ambassadeur à l'ordre de Malte en Palestine, et cette femme lui dit, mais en ce moment, il y a une jeune fille juive qui dit à sa mère qu'elle a vraiment peur d'aller en cours parce qu'il y a des Palestiniens qui doivent aussi suivre ce cours. Voilà. Et en fait, 3 jours après, la jeune fille lui montre un message et elle lui a dit j'ai plein d'amis sur Facebook. Elle lui a dit voilà, elle a avoué qu'elle avait raison, que tout le monde avait le même cœur. Voilà. Et les mêmes besoins fondamentaux. Et il y a un effet miroir dans les ressentis, donc, dans les émotions. Mais parfois, on a besoin d'une tierce personne voilà, qui est justement dégoupille, enfin comme on dit, soit l'intermédiaire pour faire tomber ces peurs, ces résistances et ces peurs. Voilà. Ouais, tout à fait.
Donc cette marche-là, on voit que le fait de rencontrer l'autre, parce que l'espace de médiation, c'est un espace de rencontre, c'est un espace où on va cheminer avec l'autre. Donc ça, elles l'ont incarné très concrètement. Voilà, elles l'ont vraiment, elles sont allées sur le terrain, elles ont marché. Voilà, on marche ensemble et on chemine ensemble. Et on se parle, on apprend à se connaître et on se parle. D'ailleurs, je crois savoir qu'il y a certains médiateurs qui amènent les personnes, soit en médiation familiale ou en entreprise, à marcher ensemble pour se parler. C'est vrai qu'on a l'habitude, là on est aussi dans un espace de médiation, donc on a l'habitude d'avoir un espace parfois clos, même s'il y a une terrasse, mais pour pouvoir accueillir les personnes, elles sont un peu assises. Et ça nous fait réfléchir, et c'est ça aussi qu'on souhaite à travers ce webinaire, c'est venir questionner nos pratiques de médiateurs professionnels, ou de médiateurs formés, ou de médiateurs accrédités, pour qu'on soit peut-être un petit peu plus créatif et qu'on ose aussi prendre exemple, malgré tout, sur des femmes, sur des mères, sur des êtres humains qui ont fait médiation sans forcément les outils habituels de la médiation, sans la posture habituelle du médiateur entre, qui vont directement faire médiation avec l'autre. Parce que ça aussi, c'est possible. Il y a un préjugé souvent chez les médiateurs qui est que je ne peux pas faire médiation avec l'autre parce que je suis moi-même en conflit avec l'autre. Et je crois qu'on peut, si on arrive, et c'est ce que tu montres, à faire tiers avec soi-même, à faire tiers avec ses peurs, avec ses croyances limitantes, on peut aller rencontrer l'autre et voir que l'autre finalement c'est un alter ego. C'est l'idée, c'est de travailler dans ce sens-là. Et voilà, c'est pour ça que j'ai trouvé intéressant de parler de cet exemple, parce que cheminer, le mot est joli, enfin cheminer ensemble, c'est un mot important. Voilà. Tout à fait. Donc ça, c'était le deuxième exemple de ces femmes, de ces mères qui s'ancrent sur ce qui unit l'humanité. Exactement. Plutôt que sur ce qui oppose. Oui. Je voudrais me faire le relais de déjà plusieurs questions, observations qui ont été faites. Déjà, Evelyne nous demande de préciser le concept d'humanisme. Ah. Alors, préciser le concept d'humanisme. Je ne sais pas si c'est en... On ne peut pas prendre beaucoup de temps, mais enfin, c'est peut-être important. Voilà, D'accord. Alors, le concept d'humanisme, c'est un concept qui est connu, puisque l'humanisme, c'est un temps dans l'histoire. C'est un temps qui vient avec Erasme, notamment, avec l'imprimerie qui va permettre de redécouvrir et de faire connaître toute la littérature grecque. Erasme, le prince des humanistes, et c'est quoi l'humanisme? En quoi c'est encore actuel? En quoi les médiateurs sont tellement humanistes? L'humaniste, c'est celui qui croit que l'être humain peut progresser. C'est celui qui croit que l'être humain peut cheminer. C'est celui qui pense qu'on peut créer des ponts avec l'autre et qu'on peut progresser aussi dans la meilleure façon de penser. C'est en lien très fort avec la philosophie. Et comme c'est ancré dans la philosophie grecque, l'humaniste comme le médiateur, il pense qu'on pense mieux quand on pense à plusieurs. Et il va chercher chez l'autre, et Montaigne est un très très bon exemple, que Montesquieu plus tard a repris dans les lettres persanes. Eh bien, l'humaniste, il va aller chercher chez l'autre, non pas ce qui différencie, ce qui le différencie, c'est quoi qui différencie? C'est la culture, c'est les rituels, c'est les habitus. Mais ce qui fait que tout être porte en lui la forme entière de l'humaine condition. Donc on va aller chercher chez l'autre ce qu'il y a de commun avec soi. Et c'est là où c'est tout à fait novateur, mais ça rejoint malgré tout Platon, puisque Platon allait allait interroger à travers Socrate le petit esclave, mais non. Donc on ne va pas s'arrêter à ce qui est le plus visible, aux catégories socioculturelles, à la religion, à la couleur de peau. On va chercher la substantifique moelle, comme dit Rabelais. On va chercher la substantifique moelle. Et c'est ça que tu nous décris quand tu nous parles de la mère qui a un cœur. Tout être humain a un cœur. Quand tu nous parles du besoin fondamental de paix, tout être humain veut la paix. Quand tu nous parles des valeurs, tout être humain peut se reconnaître dans ces valeurs. Après, on a des stratégies qui peuvent être diamétralement opposées. Tout à fait, parce que là, moi, je parle des mères qui luttent pacifiquement. Mais toutes les mères ne luttent pas pacifiquement. Et on le verra. Une fois de plus, bon, c'est aussi... c'est la question suivante. C'est aussi mon angle. C'est la question suivante. On parle toujours, enfin presque, on parle toujours des mères bienveillantes et pacificatrices.
Quid des mères toxiques? Alors les mères toxiques, évidemment, hélas, il y en a, et elles sont vraiment toxiques quand elles sont toxiques, pas de problème. Il y a des mères qui vont encourager même leurs enfants à aller à la guerre, à se faire tuer. Voilà. Simplement, mon angle était de parler des mères qui ont choisi une lutte, parce que c'est une lutte. Oui, Construire la paix, c'est une lutte. C'est pas simple, parce que ces mères-là, elles ont souvent ressenti le chaos. Elles ont souvent été dans des situations mais d'une violence extrême. Pas toutes, parce qu'il y a des mères aussi qui se sont engagées à aider les autres, mais en tout cas, il y a beaucoup de mères qui ont vécu des situations mais, absolument dramatiques, des choses auxquelles même je n'avais pas pensé. Insoutenable. Voilà, insoutenable. L'humain peut très bien faire dans l'horreur, il n'y a aucun problème, et dans le chaos. Mais elles ont choisi cette solution de construire la paix de façon pacifique à travers le pardon, l'éducation, la connaissance de soi, le soin. Alors on va les y aider, il y a d'autres mères, d'autres personnes qui vont les y aider en les aidant à libérer une parole, en les aidant à comprendre pourquoi ce sacrifice, pourquoi ce pardon. Ça n'est pas simple, je veux dire, ces mots-là ne sont, quand j'utilise le mot pardonner ou sacrifier, ça n'est pas simple. Il faut vraiment faire un travail sur soi, être capable d'arriver à se mettre en chemin pour pardonner et être pardonné, pour comprendre pourquoi à un moment ce sacrifice, pourquoi on va se sacrifier pour sa famille. On ne se lève pas le matin en disant tiens, aujourd'hui j'aimerais un petit sacrifice, c'est pas une évidence. Et libérer la parole n'est pas simple non plus, parfois la parole ne sort pas, donc il y a des supports comme le théâtre, la musique, la création, la poésie, qui vont aider justement ces femmes à pouvoir se réapproprier leur histoire, leur drame et leur vie. Donc oui, bien sûr, il ne s'agit pas d'angéliser les mères. Du tout. Simplement, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que malgré tout, ça reste les premières victimes du chaos, des crises et des conflits. Les premières, à travers notamment le viol comme arme de guerre, massive. Oui, oui. Et une fois de plus, les hommes sont victimes aussi. Enfin, ce sont des conflits différents, mais en tout cas, c'est vrai que pour ce qui concerne, enfin là, pour le coup, dans le livre, j'ai parlé beaucoup de situations dramatiques en Amérique latine, en Afrique, etc. Le viol est systématique. Oui. Et une femme violée n'est pas considérée comme une victime, ça devient une paria. On la rejette. Alors, oui, en effet, je parle à un moment en RDC, en République démocratique du Congo, de situations épouvantables qu'ont vécues les femmes. Elles se retrouvent violées, enceintes, et quand elles veulent revenir dans leur famille, on les rejette. Elles sont sales, elles sont parias. Et donc, c'est double, triple peine. Donc ça c'est le premier point, c'est que les mères, malgré tout, sont victimes. Et autre point dont tu n'as pas parlé, mais qui vient corroborer ce que tu dis, c'est Françoise Héritier, qui est l'anthropologue qui avait remplacé Lévi-Strauss au Collège de France, qui a écrit Masculin-Féminin, et qui montre qu'il y a une valence différentielle des sexes. C'est-à-dire qu'à travers le monde, dans à peu près toutes les cultures, selon Françoise Héritier, le féminin, quand on est du côté du féminin, on est en deçà du masculin. Alors il y a des hommes qui peuvent incarner le féminin. Dès lors que je suis du côté du féminin, ça vaut moins, valence différentielle, ça vaut moins que le masculin. Donc il y a vraiment cette double peine. Non seulement d'un point de vue matériel, elles sont victimes, mais d'un point de vue symbolique, elles sont dévalorisées. Oui, et c'est pour ça que quand elles s'engagent dans des conflits violents, elles-mêmes s'approprient la violence et vont combattre, mais combattre armées sur le front, elles sont redoutables. Parce qu'elles sont allées à un point de non-retour, c'est-à-dire qu'elles ont tellement subi de violences, etc., que quand à un moment elles vont prendre les armes, elles sont sorties. Voilà, elles sont sorties quelque chose, elles deviennent plus violentes que les hommes, si on pouvait faire une peu comme la figure de Médée. Exactement. C'est qu'après, du coup, elle va carrément, Médée qui va s'en prendre à ses propres enfants, parce que c'est fini. C'est fini, et voilà. Et je suis en train de chercher le pays, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'était au Sri Lanka. Il y avait un groupe de femmes armées qui s'appelait, c'est là où je ne sais plus le nom, on a demandé aux soldats de tirer sur ces femmes en premier, parce qu'elles étaient justement des combattantes extrêmement aguerries. On a ça dans la mythologie, notamment avec les femmes amazones, qui ont peut-être existé, paraît-il, du côté de l'Afrique.
Donc les hommes savent bien qu'une femme en colère est redoutable. Voilà, une femme en colère est redoutable, ne nous mettez pas en colère. Alors donc ça c'était le deuxième catégorie. Donc les mères qui... En fait, j'emploierais pas le mot catégorie, oui. C'est en fait, c'est tout en lien. Oui, alors deuxième figure de mère. Ouais. La deuxième figure de mère. Et puis troisième figure. Alors en fait, on parle des mères qui sont parties marcher. Donc les mères, on voit, elles sont souvent sur le terrain. Et elles voient ce qui se passe, ce qui leur permet de comprendre davantage l'origine des problèmes et d'agir en amont, parfois, pas tout le temps, mais parfois. Et donc elles vont voir ce qui va participer de la violence, de ce qui va la nourrir, qui va nourrir ce conflit. Et c'est vrai que ce qui alimente le conflit, c'est souvent ce qu'on a dit, l'absence de soins, la pauvreté, l'addiction, toute forme d'addiction, et les gangs, etc. Et donc j'ai intitulé un chapitre « Résister ». Et en fait, résister, je trouvais qu'il y avait une dimension physique dans ce mot qui était intéressante, et de voir finalement comment ces mères s'engagent sur le terrain et de façon aussi un peu physique. Et là, je ne suis pas allée très loin, je suis allée à Argenteuil. Dans la banlieue parisienne, pour ceux qui ne sont pas de Paris. Et j'ai rencontré Marie-Louise, alors je ne sais pas si Marie-Louise me regarde, mais c'est pareil, je pense beaucoup à elle, qui a mis en place le réseau des mamans. Alors à Argenteuil, je ne sais pas si vous connaissez Argenteuil, mais bon, il y a la dalle, ce qu'on appelle la dalle, c'est une espèce d'espace de place. Et donc il y a des tours, des grands immeubles qui entourent cette dalle, cette place. Et donc Marie-Louise dit, quand on habite, elle habite dans un de ces immeubles, j'y suis allée chez elle, au 13e étage d'un immeuble, elle va connaître la maman qui habite au 15e étage de l'immeuble d'en face, au 8e étage de l'immeuble de droite et au 25e étage de l'immeuble de gauche. Bref, elles se connaissent, elles ont des enfants, les enfants sont attroupés sur ce parvis, sur cette dalle, et donc elles savent très bien que Madame Intel a son gamin qui est là, etc. Et quand ça commence à chauffer, quand il y a un attroupement, que tout à coup on sent que les gamins vont commencer à se battre, etc., et ben c'est pas compliqué. Il y a Marie-Louise qui téléphone à sa copine en face, qui lui dit « Dis donc, t'aurais pas ton gamin en bas, là, regarde, et lui, c'est pas le gamin de notre ami machin, etc. » Bref, elle repère tous les gamins, enfin quand je dis les gamins, c'est des jeunes quand même d'un certain âge, et donc elles se téléphonent toutes et elles finissent par savoir qui sont leurs enfants qui traînent et qui voilà, ne fait pas partie du clan. C'est un réseau d'alerte. C'est un réseau d'alerte, c'est le réseau des mamans. Et donc les mères récupèrent leurs enfants ou voilà, les font rentrer et comme ça elles ont évité énormément de bagarres, mais en plus elles sont allées plus loin, c'est-à-dire que non seulement elles ont évité le pire dans leur quartier, mais sont allées voir les mères des quartiers voisins en leur disant « Dites donc, là, c'est pas nos gamins, hein. Alors, en plus, occupez-vous des vôtres. Ça deal pas mal. Donc, occupez-vous de vos gamins. Nous, on veut un espace de paix où, en effet, on n'a pas peur que nos enfants soient dans la rue. Parce que la rue, évidemment, c'est le lieu de la violence et de toutes les dérives. Donc, ce réseau des mamans s'est appuyé sur une association qui s'appelle le Val d'Oco, qui avait été fondée en 1995 dans le quartier par le père Jean-Marie Petit-Clerc, qui était un polytechnicien, un éducateur spécialisé, un prêtre catholique, qui a écrit beaucoup d'ouvrages justement sur comment aider les jeunes dans les quartiers difficiles. Et ces mères, il n'y a pas si longtemps que ça, en 2019, toujours les mères d'Argenteuil, comme quoi elles sont très courageuses, elles ont de nouveau résisté. C'est-à-dire qu'il y avait un trafic de drogue dans leur quartier. Et c'est vrai que quand il y a une faiblesse de l'État ou une absence de l'État, eh bien, la nature ayant horreur du vide, eh bien, les mères ont profité de ce vide-là pour dire nous, on va s'installer et finalement, on va gêner les dealers, on va gêner les deals. Alors, souvent, elles les connaissent parce que c'est des gamins, donc elles les ont vus petits, etc. Elles s'assoient dans la rue et elles gênent les trafics. Et là, elles font cette espèce de résistance pacifique. C'est pour ça que je vous dis que la résistance pacifique, c'est pas si simple, parce qu'elles gênent un trafic qui est rémunérateur. Donc ça veut dire que ces jeunes-là, ils vont perdre de l'argent. Et en fait, elles se réapproprient l'espace public, elles se réapproprient
la rue. Donc leur statut de maman va les protéger un peu et parfois va leur permettre d'ouvrir le dialogue avec des jeunes qu'elles connaissent. Voilà. Elles jouent un petit peu le rôle de médiateur social. Oui, c'est ça. Qu'on peut avoir. Simplement, elles ont et on voit que ça c'est important, elles ont une connaissance aussi des personnes qu'elles ont en face d'elles. Et c'est là où souvent on dit oui, le médiateur, il faut qu'il soit indépendant, il ne faut pas qu'il connaisse les gens. Ben, en fait, pas nécessairement. Pas nécessairement. Là c'est un atout. Dans ce cas-là, oui. C'est un atout parce qu'elle va lui dire, mais dis donc, toi, tu es bien le fils de... Alors, bon, qu'est-ce que tu fais, etc. Alors, ça ne veut pas dire que tout va s'arranger, hein, c'est pas un coup de baguette magique. Mais elles identifient dans ces quartiers la personne. C'est pour ça que je trouve que les maires, ces maires-là par exemple, devraient être davantage impliqués quand on va gérer des conflits dans des quartiers où on fait appel aux maires, aux associations, aux maires MAIRES, oui. Oui. Voilà, aux associations, à la police. Eh bien, on devrait finalement écouter ce que les maires ont à raconter. Parce qu'elles connaissent le quartier, elles sont présentes, elles connaissent les populations, et justement, là, elles jouent le rôle de médiatrice, à mon avis. Tout à fait. Alors donc là, elles s'approchent, on voit qu'elles osent, du côté d'Argenteuil, s'approcher des dealers. Oui. Et puis il y a des cas où elles vont carrément aller au plus près des conflits, au cœur de la crise. Alors oui, parfois les mères sont vraiment prises dans des conflits graves, elles sont au cœur des crises familiales ou plus large de la société. Donc elles vont essayer de gérer comme elles peuvent et d'essayer de trouver des solutions pour résoudre ces conflits, ces violences, mais c'est pas simple. Alors j'ai plusieurs exemples en tête. J'ai Maria, Maria est une Colombienne que j'ai interviewée à 2 reprises et elle est institutrice dans une petite école primaire dans une région qui a été vraiment, comment j'allais dire, c'est plus que violentée, qui a été prise entre les FARC, entre les groupes de paramilitaires, etc. Donc il y a vraiment les populations ont subi des violences très graves et donc les parents, se sentant en insécurité, ont décidé d'armer les enfants pour aller à l'école. Je parle de l'école primaire. Donc les enfants sont partis à l'école avec des armes. Donc les enfants, on précise, de 6 à 10-12 ans. Voilà. Et Maria a décidé de... alors, sans vraiment l'accord de la directrice qui était morte de trouille, parce que évidemment elle n'osait pas parce qu'elle s'est dit là ça va me retomber dessus, enfin je vais être prise à partie, bon bref. Et Maria lui a dit écoutez voilà, moi je vais faire venir les parents et je vais leur expliquer que les enfants, quand on est un enfant, on vient à l'école avec un ballon, mais on ne vient pas avec une arme. Donc elle a réuni les parents. Elle a eu quand même l'aval de la directrice, même si la directrice au départ a été un petit peu redoutée ce moment. Alors au début les parents ne l'ont pas vraiment écoutée. Parce qu'en fait, on a des raisons, évidemment, ils ont des raisons, enfin, ils se justifiaient en disant, ben voilà, on a peur, etc. Donc c'est pour protéger les enfants. Et finalement, à force de parler, il y a des pères qui l'ont écouté. Et puis, il y a un moment, il y a un père qui a dit, très bien, je vais donner un ballon à mon fils. Et à partir du moment où il y en a un qui a décidé de dire je vais donner ce ballon à mon fils, les autres ont commencé à écouter et elle a réussi, Maria a réussi à refaire venir les enfants à l'école non armés. Donc ça a permis une désescalade du conflit par un désarmement. Exactement. Des enfants. Des enfants. Par les enfants, oui. Voilà. Parce qu'en fait, voilà, les enfants, si des gens leur donnent une arme à cet âge-là, vous ne le dites pas après, ça devient un petit peu compliqué. Donc ça, c'est à l'échelle d'une école. Mais on le voit aussi en Côte d'Ivoire. J'ai interviewé une mère qui s'appelle Brigitte et qui, au moment de la guerre civile, a témoigné de ce qu'elle avait fait avec d'autres mères. C'est-à-dire qu'à un moment, elles étaient vraiment lassées, excédées, lassées est un peu faible, par ces conflits. Et elles ont pris le taureau par les cornes et elles ont réussi à passer à la télévision pour exprimer leur ras-le-bol et demander l'arrêt des conflits. Donc, face à leur mobilisation, parce qu'elles sont descendues dans la rue, elles sont allées frapper, elles ont fait du porte-à-porte pour
voilà, elles sont arrivées en masse. Hein. Quand les maires sont décidés à frapper, elles frappent. Hein. Et les autorités donc, ont tenu compte de leurs demandes et ont décidé d'essayer de trouver des solutions pour mettre en place des accords de paix. Donc les femmes, là, ont pu vraiment aider à la réconciliation nationale. Et il y a une chose que j'ai beaucoup aimée qu'a dit Brigitte. Les mères, quand elles sont en colère et tapent du poing sur la table, les hommes reculent. Et trop, c'est trop. Et elles sont une force qui s'ignore et qui peut faire bouger les choses, mais elles n'en ont pas toujours conscience. Et les mères qui voient leurs enfants en situation de danger n'ont pas peur de se lever et de se mobiliser. La vie de leur enfant, c'est la limite, sinon elles laissent faire les hommes. Oui, dès lors qu'elles ne sont pas elles-mêmes toxiques, bien évidemment. Non, non, on est toujours d'accord. Voilà, ça c'est voilà. Et je trouvais que c'était intéressant parce que, en effet, il y a un moment, on prend les choses en main, on décide de le faire, on descend dans la rue, on se rend visible, on passe à la télévision. Voilà. Et c'est se rendre visible justement pour essayer je sais pas, de faire bouger quelque chose, de faire bouger les limites et d'aider à la réconciliation nationale. Ces mères-là, elles ont quitté une posture victimaire, elles sont devenues actrices. Oui, elles sont actrices de... Et elles ont arrêté d'attendre des institutions qu'elles viennent les sauver. Et elles ont compris qu'elles avaient aussi une part de responsabilité dans comment je vais, moi, à un moment donné, m'exprimer, oser dire mon ras-le-bol et poser mes limites. Oui, exactement. Et ça, c'est important parce que dans la communication non violente, on oublie souvent que c'est pas juste « sois belle et tais-toi ». Communiquer de manière non violente, c'est aussi pouvoir poser des limites et dire maintenant ça suffit. C'est pas pour autant que je deviens violente. Non, en revanche, ce sont des femmes qui prennent des risques, je tiens à le dire. C'est que même Lucie, dont je parlais en Centrafrique, qui est allée rencontrer une faction rebelle, elle prend des risques. Elle dit une femme, quand elle devient leader de sa communauté, j'en ai rencontré en Colombie, elle prend un risque. Elle prend un risque parce que d'abord, elle est femme. Et en plus, elle devient une cible. Et en Colombie, je le dis dans le livre, je ne me souviens plus du chiffre, mais les leaders communautaires sont massacrés, sont tués. Parce qu'évidemment, ils arrivent à faire bouger la population. Donc c'est des cibles. Fait tomber les têtes. Oui, ce sont des cibles. Et Lucie le dit très bien, hein, quand elle s'est manifestée, elle a dit « Moi, mon arme, c'est ma langue. Mon arme, c'est ma langue, je parle. » Et parler, on n'a pas envie, le silence beaucoup plus pratique, c'est plus agréable, on peut faire beaucoup de choses dans le silence ou le mensonge. Et tout à coup, elle parle, elle dit des choses. Oui, c'est-à-dire que le premier des médiateurs, c'est le verbe. Oui. C'est la capacité à oser dire. Exactement. Mais alors, évidemment, il y a aussi des femmes qui vont intervenir et qui vont payer le prix fort de leur intervention. Et là, elles vont être véritablement victimes. Donc là, c'est Maria, c'est la première que j'ai interviewée des mères, et je l'ai interviewée quand j'étais en Colombie. Le livre commence très fort. Le livre commence très fort, et moi j'ai été extrêmement émue, ça va, maintenant je peux le raconter. Et j'étais dans une sorte de tête-à-tête avec Maria, et voilà, on parlait espagnol, donc voilà, j'avais un peu révisé quand même. Et elle me raconte son histoire, et elle me dit, bah voilà, moi j'ai un fils de 15 ans, et à cette époque-là, j'avais un fils de 15 ans, on en a 20 maintenant. Et mon fils de 15 ans, je rentre de l'école, donc puisqu'elle était institutrice à l'école, je rentre chez moi. Et là, le directeur de l'école court et vient me dire que mon fils vient d'être enlevé par les FARC. Et elle comprend très bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire son fils est enlevé par les FARC, elle ne le revoit plus. Et elle me dit... Je sors de chez moi, j'étais pieds nus, j'ai même pas pensé à mettre des chaussures, et ce détail je vous le dis parce que ça m'a marqué. Et elle court, elle savait très bien qu'il y avait une petite cabane, enfin, où les FARC se retrouvaient, et elle s'est dit mon fils doit être là. Elle court, et en effet il y avait des soldats en tenue militaire, et elle frappe à la porte, elle dit voilà, moi je veux récupérer mon fils. Et donc on lui dit gentiment que voilà, elle n'a qu'à s'en aller, hein, on n'a pas besoin d'elle. Et elle dit, moi je ne bougerai pas. Elle est face à des hommes armés jusqu'aux dents. Face à des hommes armés jusqu'aux dents, en tenue militaire, etc. Voilà. Elle dit, moi je veux récupérer mon fils, je ne partirai pas d'ici tant que je n'aurai pas récupéré mon fils. Et puis elle reste. Et donc ce FARC va voir son chef,
lui dit que il y a une mère là qui fiche le bazar, il faudrait peut-être trouver une solution, parce que voilà. Et donc, 10 minutes après, elle voit son fils sortir, on lui avait déjà enlevé ses vêtements civils, on l'avait déjà revêtu de cet uniforme militaire, et on dit au gamin, va-t'en. Mais on dit à la mère, tu restes, et tu rentres dans la maison. Et là, Maria me dit, mais je comprends pas pourquoi on me laisse pas partir avec mon enfant. Et on la fait rentrer dans la maison, et évidemment, on la viole. Elle est violée. On ne la tue pas, on la relâche. Mais elle voilà, sa dignité, son sacrifice. Ouais. Elle dit, de toute façon, je n'aurais pas pu faire autrement. Je n'aurais pas pu. Et voilà, c'est cette dignité bafouée, c'est ce sacrifice extraordinaire. Elle n'a jamais dit à son fils, pour ne pas lui faire porter cette responsabilité. Mais voilà, alors après, elle a eu tout un cheminement, elle m'a raconté. Et cette femme, elle me tenait les mains, on était dans cette intimité, ce face-à-face, elle me tenait les mains comme ça. Et tout à coup, dans le ciel de Bogota, on était dans une tour, je sais pas, au 25e étage, il y a eu un coup de tonnerre monstrueux, on a fait un bond toutes les deux, et c'est comme s'il fallait revenir à la réalité. Voilà, et c'était, enfin, je vous le livre parce que c'était vraiment très émouvant cette histoire, mais bon, il y a d'autres femmes comme Maggie au Burundi qui s'est retrouvée face à une tuerie, parce que au Burundi, pendant les massacres entre les Tutsis et les Hutus, elle a sauvé des enfants à l'évêché de Ruyidi, j'espère que je le dis bien, et elle connaissait à la fois certains Tutsis, certains Hutus dans les villages, etc. Donc elle a essayé de servir d'intermédiaire en disant, mais voilà, nous ne sommes pas armés, nous les enfants ne sont pas armés, nous ne sommes pas dangereux, enfin, et elle n'a pas pu, on l'a fait asseoir sur une chaise, on l'a déshabillée, on l'a mis nue, on l'a ligoté sur une chaise et on a massacré les gens devant elle. Voilà. Elle a réussi à sauver des enfants, et puis elle a fait de ce combat une des raisons de sa vie. 25 enfants. 25 enfants. 25 voilà. enfants. Et après, elle a construit les maisons Shalom, les maisons de la paix. Et en fait, elle a perdu sa nationalité, elle a perdu son passeport, elle a tout perdu parce qu'elle a demandé au président, enfin l'ex-président de la République, Pierre Nkurunziza, alors j'arriverai jamais à le dire, Nkurunziza, qui est mort en 2020, l'ex-président, elle lui a demandé d'arrêter de tuer les enfants. Donc ça lui a valu d'être déchue de sa nationalité, déchue de tout, et voilà. C'est pas énervant du tout, du tout. C'est que derrière les guerres, il y a des enjeux qu'on ignore, qui sont souvent masqués par la propagande de guerre dont on parlait tout à l'heure. Donc ça vient rappeler, et ça va sans doute malgré tout, malgré l'horreur que tu racontes entre la Colombie et le Burundi, ça vient rappeler, ça vient sans doute conforter aux médiateurs que nous sommes et aux médiatrices que nous sommes, toutes les bonnes raisons qu'il y a à ne pas faire médiation quand on ne nous le demande pas. C'est-à-dire qu'effectivement, on apprend à attendre qu'on nous demande et pas intervenir sans qu'on nous l'ait demandé. C'est-à-dire que l'intention bienveillante d'aider, elle n'est pas suffisante pour avoir vraiment cette posture de tiers. Donc ça, c'est le risque lorsqu'on rentre dans l'arène et qu'on cesse d'être tiers. Même si on a bien évidemment raison de dire « sauvons les enfants ». Ah oui, tout à fait. Mais ça ne suffit pas d'avoir raison. Ça ne suffit pas d'avoir raison. C'est ce qui fait que lorsqu'on quitte la posture de tiers, comme ces mères, eh bien, on peut risquer sa vie. Oui, et en même temps, Maria n'aurait pas pu faire autrement. Oui, c'est ça, c'est plus fort qu'elle. C'est plus fort qu'elle. Chez toutes ces femmes, c'est plus fort qu'elle. C'est ça ce qu'on ressent à la lecture du livre. Elles sont vraiment dépassées par quelque chose, et c'est pas simple, hein, parce que Maggie, qui est une femme très croyante, etc., à un moment, elle a dit, moi, j'ai perdu la foi, je croyais plus en Dieu, je voyais tout ça, et puis à un moment elle a compris, alors quand elle est comme ça, elle dit je pars dans un monastère en Europe, et puis elle se pose, et en fait elle a compris qu'à un moment elle ne devait pas porter le monde sur ses épaules, elle devait compatir, elle devait accompagner, parce que personne ne résiste, c'est trop lourd, quoi. Oui, puis sinon on risque d'être dans la haine. Au nom de l'amour de certains, on vit dans la haine des autres. On peut basculer dans la haine. Et la colère, la colère, la haine sont des sentiments finalement légitimes. Hein. On ne peut pas les nier. Et qui n'ont peut-être pas aidé à pacifier les choses. Non, mais parfois on les éprouve. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Et en tout cas, voilà, ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement ces mères sont capables de transgresser les règles, de se rebeller contre l'ordre établi pour faire respecter des libertés
fondamentales. Et ces libertés, c'est le droit à la vie, c'est la sécurité, c'est le droit de la personne à avoir une vie familiale, privée, c'est la liberté de conscience, de pensée, de religion, enfin, ces libertés fondamentales. Et donc, elles vont mettre en place différentes stratégies pour résister à l'oppression et aider leurs enfants à survivre dans ces contextes d'oppression. Alors il y a vraiment deux échelles, hein. Ça peut être soit l'État qui apparaît comme l'oppresseur, qui en fonction d'idéologies socio-culturelles ou politico-religieuses ou tout ce qu'on veut, a choisi de mettre en place un régime liberticide, mais ça peut être aussi dans une famille un individu qui va jouer le rôle de l'oppresseur. Donc on a ces deux cas de figure. Et j'ai interviewé Anna en RDA. Alors Anna a une mère qui, au moment de la construction du mur de Berlin en 1961, s'est trouvée du côté RDA et qui était mariée à un Suédois. Elle avait déjà un petit garçon et elle voulait vivre en Suède. Donc pour aller vivre en Suède, il fallait faire certains papiers, certaines démarches administratives. Elle a laissé son petit garçon en RDA à ses propres parents. Quand le mur a été construit, le gouvernement lui a dit « Vous avez un enfant en RDA, donc vous devez rentrer, vous êtes la mère de cet enfant, vous devez rentrer en RDA. » Elle a dit « Mais non, je veux construire ma vie en Suède. » En Suède, enfin voilà. On lui a dit « C'est très bien, votre enfant sera donné à un orphelinat. » Donc elle est rentrée, elle était enceinte d'Anna. Et en fait, donc, elle a fait le choix de rester avec ses enfants. Le mari, lui, n'a pas pu venir en RDA. Et elle a élevé ses enfants dans ce régime oppressif. Et elle a trouvé des astuces, des moyens extraordinaires pour élever ses enfants. Comme a dit Anna, elle nous a transportés dans une autre culture, dans un autre siècle. Elle nous a fait aimer Goethe, elle nous a fait découvrir l'art, elle nous a fait découvrir la musique classique, etc. Anna a détesté sa mère parce qu'elle voulait vivre comme une gamine, voir la télé, etc. Mais elle leur a donné des armes pour vraiment résister et se construire dans ce régime oppressif, j'allais dire en n'apparaissant pas comme un ennemi de ce régime, mais en n'acceptant pas que le mensonge. C'est le caractère sublimant de la culture. Exactement. Et donc elle a mis en place ces stratégies. Elle nous a dit, voilà ce que dit Anna, vous vivez dans un... Alors la mère d'Anna a dit donc à ses enfants, vous vivez dans un pays que vous ne pouvez pas quitter, vous devez donc utiliser toutes les possibilités qui vous sont offertes, vous devez être très bon à l'école pour avoir une chance de réussir, vous devez apprendre ce qu'ils veulent, Marx et Lénine sont les plus grands, même si vous pensez que c'est stupide, écrivez-le, mais n'y croyez pas. C'est une stratégie de survie. Et donc voilà, comment Anna justement a réussi à survivre, à vivre dans un pays hostile. Voilà. Et grâce aux leçons de sa mère. Et c'est vraiment ça. Et la capacité, par les mots, voilà. À permettre à ses enfants de prendre de la distance. Oui, exactement. Mais je parle aussi d'une autre femme, Daria Safai, Daria en Iran. Et quand les islamistes ont pris le pouvoir en Iran, la mère de Daria lui a appris aussi à, j'allais dire, être un peu caméléon, sans perdre ce qu'elle était, son intégrité, mais à être caméléon pour survivre dans ce régime-là. C'est très intéressant. Parce qu'à un moment, cette petite fille s'est retrouvée à mettre une tenue noire, un voile noir, etc. pour aller à l'école. Et elle disait, mais pourquoi les garçons, eux, ils ne mettent pas cette tenue? La mère lui disait, parce que l'essentiel, c'est que tu ailles à l'école. Il y a un moment, c'est apprendre. Et c'est vrai que l'éducation, pour les filles, c'est fondamental. C'est vraiment fondamental. Voilà. Et donc, je disais, l'État peut être l'oppresseur, mais dans une famille, une personne un individu peut être à son tour l'oppresseur. Et donc, c'est la violence au sein de la famille. Et je pense à Florence. Florence est belge, son mari la battait, la violentait, etc. Et c'est pareil, elle a mis en place des stratégies pour essayer de survivre et de vivre jusqu'au moment où elle a pu partir, où elle a pu quitter cet homme. Voilà. Donc on a vraiment les deux échelles. Préserver des espaces pacifiés
En plein chaos. Parfois, elle a dit, je jouais à la paix pour justement préserver des espaces de paix, enfin faussement de paix, mais pour reprendre son souffle. De l'oxygène. Voilà. Et permettre une forme de résilience. Et permettre une forme de résilience, parce qu'en effet, ça devenait quand même assez compliqué. Et en fait, elle a construit cette paix factice qui lui permettait justement de résister. À un moment, parce qu'après, évidemment, elle a aidé d'autres jeunes femmes qui étaient dans ces situations difficiles. Elle dit, avant vous étiez un paillasson, maintenant vous jouez le paillasson. Ouais. C'est temporaire, hein, ça ne va pas durer. Mais c'est pour vous aider à passer à autre chose. Ce sont des petites techniques, j'allais dire, pour essayer d'échapper à cette situation. Évidemment, l'idée, c'est de partir. C'est là où on voit que ces mères sont donc des résistantes et des héroïnes du quotidien, par leur capacité à résister malgré tout et à protéger leurs enfants. En toutes circonstances. Oui, les héroïnes du quotidien, c'est ce que je les appelle comme ça dans mon introduction, parce que je dis de toute façon, il n'y a pas de petites ou de grandes actions pour construire la paix. Tout ce qu'on fait compte. Dire que ce soit qu'on organise une marche pour la paix ou qu'on se lève tous les matins pour aider ses enfants à aller à l'école et les encourager à l'école, ça compte. Voilà. Donc ces mères, elles sont vraiment des leviers de développement humain, elles ont une conscience forte de la fragilité des personnes, elles mesurent la gravité des situations dans lesquelles elles se trouvent, elles savent que de toute façon elles risquent d'être les premières victimes, donc elles sont vraiment des leviers de développement humain. Et je tiens quand même à rappeler que 80% des femmes sont des mères, donc elles sont impliquées dans toutes les problématiques, que ça soit la faim, la pauvreté, la santé, l'eau, le travail, l'éducation, même les changements climatiques, elles sont impliquées partout. Donc on a besoin d'elles, et si on considère que l'action des mères a une incidence qui dépasse le cercle familial, elles doivent être reconnues, protégées et soutenues en raison de la dimension sociale, économique et culturelle de leur rôle. Et c'est pour ça que ce livre, quand j'ai écrit ce livre, je leur ai dit, mais je m'engage à porter votre voix. Parce que cette voix, elle n'est pas cantonnée au cercle familial. Elle doit être entendue à d'autres niveaux nationaux et internationaux. Et ce qui est très intéressant et ce qui m'a beaucoup frappé à la lecture de ce livre, c'est des choses qu'on apprend lorsqu'on est en cours de géographie, sur le développement humain. À l'époque, on appelait ça le tiers-monde. Bon, alors ça reste toujours un peu très, très lointain, le tiers-monde, surtout lorsqu'on est à Paris, en France, dans un pays dit développé, dans le monde occidental. Et j'ai pris conscience, en lisant ton ouvrage, que je recommande bien évidemment à tout le monde, le fait que la paix, qu'on chérit tous en tant que médiateurs, nous on fait nos petits accords de paix, petits plus ou moins grands, hein, et c'est déjà beaucoup pour nous lorsqu'on y arrive. Et pour les personnes surtout qui arrivent à trouver une solution à leurs problèmes, eh bien, cette paix-là, en réalité, elle est impactée pas simplement par les conflits, pas simplement par les guerres, pas simplement par les crises armées. Elle devient difficile dès lors que ces femmes n'accèdent pas à l'eau potable. Les filles sont excisées et ensuite souffrent le martyre dans les relations sexuelles avec les hommes, donc ça pose tout un problème aussi pour leur santé. Il y a l'accès à de la nourriture à peu près saine, il y a l'autonomie alimentaire, il y a l'autonomie financière, les filles qui n'arrivent pas, ou les garçons, mais souvent les filles qui ne peuvent pas aller à l'école, les violences subies au sein de la famille ou dans le cercle culturel, pas simplement extérieur. J'ai pas besoin d'une guerre avec un autre pour être en difficulté. Exactement, la paix, c'est pas juste l'absence de guerre ou de conflit. Hein. Enfin, la paix, c'est vraiment une éducation. Et ça passe par des choses pratico-pratiques et notamment des conditions structurelles, matérielles qui, en lisant ton ouvrage, on fait un tour du monde et on voit que dans tous ces pays-là, dans la majeure partie des pays, et je ne parle même pas de la crise écologique, dans tous ces pays, il y a des crises économiques structurelles ou des crises financières comme on peut avoir au Liban, qui se surajoutent à des crises humanitaires. Oui, mais après, comme tu dis, tu parlais du soin, de la santé, mais la santé des mères, les mères arrivent vraiment, alors je ne sais plus, je le dis à un moment dans mon livre, mais je crois que c'est à l'ONU,
on montre que la santé des mères, on s'en occupe pas. Et il y a je crois que c'est au Bangladesh. Oui, le bateau hôpital. Le bateau hôpital et Runa Khan qui parle à un moment du problème des mères qui sont enceintes et qui boivent de l'eau un peu salée. Oui. Et elles perdent les bébés, etc. Elles font des fausses couches. Elles font des fausses couches. Parce En qu'elles fait, n'ont parce pas que l'eau, elles savent pas ça. voilà, l'eau n'est pas pure et donc elles perdent leur bébé. Donc grâce en effet à cette association, il y a des fonds qui ont été mis en place pour construire une usine de désalinisation de l'eau. Donc il y a vraiment la santé, quand c'est une condition, enfin se sentir en paix, ça passe aussi par des soins, par se sentir en bonne santé, on va expliquer à quelqu'un si jamais il souffre d'une maladie ou l'enfant souffre d'une maladie. Imaginez une mère qui a un enfant malade, elle en parle d'ailleurs, elle est confrontée à cette mère qui a un enfant malade dans ses bras qui ne peut pas le soigner. Donc elle demande au médecin aussi, en fonction des personnes, des enfants qui vont être soignés, de dire la vérité, de ne pas faire croire que il y a de l'espoir là où il n'y en a pas. Voilà, parce que il y a des mères, pas les moyens. Voilà, il n'y a pas les moyens et il y a des mères qui vont prendre des décisions qui ne servent à rien, qui vont aller se prostituer en ville pour essayer de gagner de l'argent pour soigner l'enfant. Oui. Donc voilà, il faut. Donc le soin, la santé, l'éducation, l'économie, c'est-à-dire comment on s'autonomise, l'autonomisation économique avec la mise en place de microcrédits pour permettre au Bangladesh, au Bangladesh, au Chili, c'est important pour permettre aux mères justement d'avoir l'alphabétisation, une petite activité économique et puis elle est valorisée, elle se sent valorisée, donc ça c'est extrêmement important. C'est-à-dire que ce qu'on voit et qui m'a frappé, j'imagine que c'est pareil pour toi Nathalie, c'est-à-dire que nous en tant que médiateurs, médiatrices, on a bien conscience du fait que pour être en paix, il faut que je sois en paix avec l'autre. Mais ce qu'on voit là, c'est que même si je suis en paix avec l'autre, bah, c'est pas suffisant pour que je sois en paix avec moi-même, parce que si au quotidien, tout ce que je mets en place, c'est comme le tonneau des Danaïdes, ou alors j'essaye de mettre des choses en place, mais c'est beaucoup trop haut, c'est comme le rocher de Sisyphe, ben, comment elles font ces femmes-là? C'est une violence au quotidien par des petites choses qui manquent. Exactement. L'impossibilité à aller jusqu'au médecin, l'impossibilité à aller jusqu'à l'eau, jusqu'à la nourriture, l'absence de connaissance de ce qu'elles sont en train de vivre, l'absence de recul, l'incapacité à verbaliser, parce que tu montres aussi des endroits où les femmes de toute façon ne prendront pas la parole parce qu'elles n'ont pas à prendre la parole, et donc on décide à leur place. Pour elles. Et puis on leur a pas appris, enfin on leur a pas appris, c'est aussi... J'ai une question. Parfait. J'ai une question qui me paraît répondre un peu, enfin questionner précisément ce sujet. Alors c'est Aimé Outoudia qui nous écrit « Connexion avec soi et définition de soi. Certaines mères ont des difficultés à se connecter avec leurs propres histoires à cause de différentes raisons, blessures de la vie, insécurité, etc. Que seraient vos conseils ou approches, outils à partager pour les aider à mieux se définir, avoir confiance en soi et se valoriser pour avancer et faire avancer l'autre dans la vie ?» Alors je connais Aimé. Ah d'accord. Je m'en doutais. Bon. J'ai Aimé dans le livre. Ah bon. Donc, tes conseils. Là je pense que c'est la médiatrice qui va parler. Moi je fais un constat. Comment se connecter à soi C'est ça. Quand on a avoir confiance en soi. Avoir confiance en soi, surtout quand on est passé par des épreuves terribles. Alors le paradoxe, c'est peut-être aussi ce que met en place la justice restaurative et ce qu'on voit avec les gachacha au Rwanda. Alors justement, c'est Aimé. C'est Aimé, ben c'est voilà, Aimé qui en parle. Parfait. Voilà. C'est la possibilité aussi. Le paradoxe, c'est que lorsqu'on va commencer, c'est toute la vertu de la parole et de l'écoute, lorsqu'on va commencer à narrer ce qui s'est passé, le simple fait de pouvoir mettre des mots et que ça fasse sens et qu'il y ait un partage autour de ce qui a été vécu, aussi dramatique que ça puisse être, ça enlève l'aspect tragique. Parce que même si c'est dramatique, le côté tragique, c'est je ne peux rien y faire, je ne peux même pas en parler. Mais là, tout d'un coup, ça peut prendre sens, on peut redevenir actrice. À partir du moment où il y a une prise de conscience commune de voilà, ça nous est arrivé. Ça nous est arrivé, qu'est-ce qui nous est arrivé, quel sens on va lui donner. Et c'est aussi ça qu'on met en place dans un espace de médiation. Quel est, ce matin j'avais un couple qui voulait
la femme voulait arrêter l'histoire, elle disait, je mettais sur le tableau donc les dates clés, elle disait mais ça je veux plus en parler du passé. C'était la première séance, je veux plus en parler, maintenant je veux arrêter. Je lui dis d'accord, vous voulez arrêter, qu'est-ce que vous voulez arrêter? Est-ce que vous êtes d'accord tous les deux sur ce que vous voulez arrêter? Est-ce que ça a le même sens pour vous? Et le fait de pouvoir avoir cet espace, c'est tout d'un coup on va se rendre compte qu'en fait il y a eu des malentendus et on n'a peut-être pas pensé les choses de la même façon. Et quand je comprends ce qui se passe pour l'autre, ça vient nourrir aussi ce côté humanisant, ça vient nourrir ce qui n'a peut-être pas pu être dit et qui est resté blessé en moi. Oui, alors ça je suis entièrement d'accord, mais je pense à aimer parce que je ne sais pas si c'est ce qu'elle veut dire aussi. Je sais que Aimé a participé donc à cette justice traditionnelle en qualité de témoin au Rwanda, mais elle a été donc confrontée à ce mécanisme de pardon, mais elle dit qu'elle s'est trouvée au tribunal face à l'assassin de sa mère et de ses sœurs et frères, et cet assassin a ignoré, en fait, n'a pas cherché ni à la regarder, ni à lui demander pardon, voilà. Et Aimé elle me dit, on a été plusieurs dans ces cas-là, et après il faut vivre ensemble, c'est-à-dire faut réussir à continuer à vivre ensemble, parce que si on commence à se réaccuser, on va s'entretuer, on va continuer à se tuer. Donc là, il n'y a pas eu d'espace de médiation. Alors, Aimé a écrit oui. Dans la discussion l'exemple du Rwanda, certaines femmes violées lors du génocide de 1994, qui ont pardonné aux auteurs de ces actes lors de la justice traditionnelle, donc on dit Gachacha. C'est une sorte de sacrifice, de pardonner pour se réconcilier et cohabiter pour survivre ensemble. Voilà. Exactement ce que tu dis. Je ne sais pas si ça aide et colle comme exemple. Eh bien oui, et tout à fait, c'est un exemple. Alors ce qui manque là peut-être dans ces gachacha dont on n'est pas forcément spécialiste, c'est ce qu'il y a dans cet espace de médiation, c'est-à-dire qu'il y a une inter-reconnaissance. Oui. Ouais. Alors, là, il n'y a pas eu apparemment d'inter-reconnaissance. Il n'y a pas eu, et c'est vrai que là je vais parler à la place, enfin je vais citer Aimé. Elle a dit, je ne dirais pas que j'ai pardonné, je n'ai pas trouvé quelqu'un qui me demande pardon, voilà. J'ai simplement décidé de vivre en paix. Il n'y a pas eu de dialogue. Oui. Non. Eh oui. J'ai décidé de vivre en paix. Voilà. Mais elle n'a eu personne en face. D'où la nécessité, même dans ces justices restauratives, de mettre en place des espaces de médiation où il puisse y avoir une inter-reconnaissance, un dialogue. Ce qui veut dire aussi ne pas nécessairement réduire l'auteur d'actes criminels et monstrueux à ses actes. C'est ça aussi, pour revenir sur la question de l'humanisme, c'est voir malgré tout, dans le criminel, c'est pas toujours évident, surtout quand on se considère comme victime et qu'on est victime, voir malgré tout un être humain. Alors c'est ce que dit Maggie, la Burundaise dont j'ai parlé tout à l'heure. Elle a mené, enfin bon, j'en parle dans le livre, elle a mené une réflexion très profonde là-dessus, c'est d'ailleurs de voir l'autre, de voir l'humain, malgré les horreurs qu'il a commises. Et ce n'est pas nier ce qu'il a fait, jamais. Ouais. Mais ce qu'elle dit, c'est essayer de le sauver si c'est possible. Parfois, ce n'est pas possible. Donc distinguer la personne du comportement. Ce qui n'est pas toujours évident. Ce qui n'est pas toujours évident, non. Et puis, moi, j'ai eu ce chapitre pardonné, que c'est pas toujours évident de pardonner. Voilà. Il faut être clair. Enfin, parfois, on y arrive et parfois, c'est pas possible. Alors, comme le dit Aimé, il s'agit qu'il y ait une demande de pardon. Ben, le pardon, ça se voit à deux. Normalement, oui. Voilà. Ça se vit pas tout seul, le pardon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, il y a des observations. Donc, Christine qui dit « J'aime beaucoup cette idée de responsabilisation, d'être acteur, actrice ». Et Françoise qui dit « Importance de former les enfants à la pensée critique pour pouvoir faire des choix dans un milieu différent ». Oui. D'où l'intérêt de la philosophie dès le plus jeune âge. Ou de la médiation éducative. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est la même Françoise, je ne sais pas Françoise, pardon, qui écrit très joliment « La paix dans le monde commence dans ton propre cœur ». Oui, c'est être en paix, ce qu'on disait, il faut déjà être en paix soi-même. Maintenant, c'est compliqué d'être en paix soi-même si on est en conflit avec le reste du monde. Voilà, enfin, bon, voilà, mais on ne peut pas non plus demander aux autres d'être en paix avec eux-mêmes si on n'est pas en paix soi-même, c'est compliqué. Oui, acquérir la paix intérieure. Donc, et on l'a parfois, et parfois elle nous échappe. Enfin, oui. C'est évident. Absolument. Donc, pour revenir sur ce que tu disais, parce que ça c'est un aspect
qu'on ne voit pas, nous, en tout cas, médiateurs, médiatrices, lorsqu'on est dans des pays développés, ceux qui ont pu voyager par ailleurs et faire des médiations peut-être interculturelles in situ, ont peut-être vu davantage, les médiateurs sociaux le savent sans doute davantage encore, le fait que la paix implique un certain développement humain, ça implique d'être soutenu par, par des structures d'ordre économique, d'ordre politique, oui. Au niveau de l'éducation aussi, au niveau de l'hygiène, de la santé, Exactement. Pour garantir les besoins fondamentaux, notamment en matière de sécurité des personnes. Oui, alors le mot sécurité est très juste et je me souviens d'une femme qui s'appelle Jill, qui est anglaise, qui a essayé d'enseigner à des enfants, enfin des jeunes qui étaient vraiment en situation extrêmement difficile. Et elle disait, toute mère devrait être en mesure d'offrir à son enfant dès sa conception un environnement favorable, un toit, de la nourriture et la sérénité. Oui. C'est ça la sécurité. C'est-à-dire que l'enfant, il a besoin justement de se sentir rassuré. Dire, la petite enfance est extrêmement importante et on le voit maintenant aujourd'hui avec Boris Cyrulnik, etc. La toute petite enfance est importante et c'est vrai que l'enfant a besoin de se sentir aimé, de sentir la chaleur, de sentir cette sérénité, la sérénité de sa mère, de sentir qu'il peut être nourri et voilà, et déjà c'est les 1000 premiers jours de l'enfant. Exactement. Alors dans le livre, je parle beaucoup d'une femme qui s'appelle Rima Salah, qui est jordanienne, qui était vice-présidente de l'UNICEF, j'espère pas me tromper dans son titre, mais bon, et qui parle énormément de la petite enfance, de l'importance de la petite enfance. Voilà, c'est quand même assez déterminant pour la suite. Et pour prendre soin de la petite enfance, il y a aussi besoin d'abord de prendre soin des premières personnes qui sont autour de l'enfant. Oui. Donc les mères, bien évidemment, qui viennent d'accoucher, les pères aussi. Exactement. Les frères et sœurs. Donc c'est pensée globale. C'est pensée globale. C'est vraiment essayer de penser quand même cette famille qui se retrouve dans un cadre, c'est la société, cette société qui est... voilà. C'est vrai que ces mères-là, donc si elles sont les premières artisans de la paix, malgré tout, elles ne peuvent pas s'en sortir seules. Non. C'est pour ça qu'au début, je disais que les hommes sont extrêmement importants aux côtés des femmes. Les uns sans les autres, on ne va pas y arriver. Il faut vraiment être les uns avec les autres, être dans cette complémentarité qu'on peut s'apporter. Moi, j'estime qu'on n'est pas interchangeable. Enfin, si on est interchangeable, c'est dans des situations compliquées, mais dans des situations... plutôt dans des pays où il y a la sécurité, où on a un certain confort, vraiment l'homme doit être présent, le père doit être présent. Je l'ai vu c'est à travers 70 interviews, je vous le dis, voilà, soyez vraiment présents. Parce que les mères, elles peuvent poser les fondements de la paix au départ avec l'enfant, mais toute seule, on n'est pas fait pour être seul. Même les mères ensemble, mais ce ne sera pas suffisant. Les mères ensemble, très bien, parce qu'il y a une forme de solidarité, c'est ce qu'on voit dans le livre, mais il faut quand même l'intervention du masculin. Nous sommes complémentaires et indispensables. Donc c'est non seulement une coopération entre les mères qui est importante, mais c'est une coopération aussi entre les mères et les pères. Entre les femmes, entre les hommes. Entre les femmes et quelles que soient les cultures. Quelles que soient les cultures, je ne sais pas si je vais retrouver, mais je crois que c'est Victorine, alors je ne sais pas, vous retrouverez, qui parlait d'un couple qui ne s'entendait absolument plus, mais vraiment, alors là, ils ne s'entendaient plus, et puis il y a eu une médiation, et finalement, ils se retrouvaient donc devant leur maison, ils écoutaient la radio ensemble, ils buvaient le thé ensemble, etc. Puis finalement les enfants s'étaient apaisés, le couple était apaisé, parce qu'il y a le couple conjugal et le couple parental, tout ça, ça doit fonctionner ensemble. Et en fait c'est devenu le couple modèle, et dans le village tout le monde voulait être comme eux. Et donc elle a dit, alors l'image était amusante, c'est comme un vélo, si la roue avant elle ne fonctionne pas, la roue arrière ne peut pas fonctionner. Si les deux roues fonctionnent ensemble, alors ça marche. Alors il y a plein de petites images dans ce livre. De cette interdépendance. De cette interdépendance qui sont de bon sens. On n'est pas... voilà, qui sont de bon sens. Alors, mais quand on donne envie, moi j'ai mis cette histoire dans le bouquin parce que je me suis dit, ça te donne envie.
aux autres. Alors, c'est intéressant cet exemple parce qu'on pourrait penser depuis quasiment 1h30, on va bientôt d'ailleurs conclure, on pourrait penser que notre ambition, c'est MAMH, là c'était de dire finalement les maires c'est très bien, il n'y a pas besoin de médiateur. Mais il n'y a pas besoin de se former à la médiation, vous n'avez qu'à spontanément faire médiation et tout ira pour le mieux dès lors que vous êtes connecté à votre cœur. C'est un petit peu ce que Marshall Rosenberg pouvait dire, mais enfin quand même. Là ce que tu nous dis c'est malgré tout, quand il y a des médiateurs, professionnels ou pas en tout cas, qui viennent intervenir, ça peut pacifier de manière durable les relations et permettre aux maires ensuite d'être artisans de paix. Voilà, il ne faut pas avoir peur de se former. On se forme tout au long de notre vie, de façon formelle et informelle, j'allais dire, c'est peu importe. Et puis, je voulais, juste pour terminer, évoquer ce verbe qui est transmettre. Transmettre, la paix ça se transmet, ça se construit. C'est pas forcément inné, c'est culturel aussi. Donc transmettre ce désir de paix, on doit aussi l'avoir reçu de nos parents, ou en tout cas de nos ancêtres, si on n'a pas de parents, de personnes, de nos proches, parce que ces personnes-là vont nous transmettre ce patrimoine commun qui est la conscience de l'autre et ce partage des valeurs phares. Ça s'apprend quand même. Ça se reçoit, ça se développe. Et donc après, une fois qu'on a ce magnifique héritage entre nos mains, il ne faut pas avoir peur de continuer à se former, à échanger et justement à faire ce qu'on fait aujourd'hui. Au quotidien. Au quotidien. Et peut-être que tu nous rappelles aussi, parce qu'en ce moment, même si on est dans un pays développé, civilisé, en Europe, du côté de l'Occident, il y a une guerre toute proche dont on parle bien évidemment, la guerre en Ukraine. Et il y a une tentation qui est de s'en remettre aux États. Et on voit que pour l'instant, ce n'est pas forcément extrêmement efficace, parce que c'est peut-être pas extrêmement facile non plus. Peut-être qu'il y aurait à voir comment on peut, à travers les frontières, malgré tout, mobiliser les mères ukrainiennes, les mères russes, les mères françaises, toutes ces mères qui sont là, bien présentes malgré tout, et qui aimeraient peut-être pouvoir œuvrer pour la paix. Il y en a forcément. Et c'est ce que je disais tout à l'heure en parlant des Israéliennes et des Palestiniennes. Moi, je pense beaucoup à ces mères russes et ukrainiennes qui, quand elles voient leurs gamins de 18 ans ou 20 ans partir à la guerre, je ne sais pas ce qu'elles pensent. Il y en a sans doute qui sont très fiers et très nationalistes dans la démarche. Et c'est bien, sans doute, c'est peut-être bien. Mais il y en a sans doute beaucoup qui voient ce gamin-là partir et elles ne savent pas s'il va revenir. Et voilà, qu'on soit russe ou ukrainienne, de toute façon, notre enfant, c'est nous. Et je peux citer peut-être Lysistrata. Oui, pour terminer. Oui, merci. Aristophane, l'Assemblée des femmes. Parce que je pense que c'est pas mal de terminer là-dessus. Si je retrouve, je vais lire parce que je ne connais pas assez par cœur. Ce que je disais, les mères se fâchent et se manifestent lorsque les hommes vont trop loin. Il y a 2500 ans, Aristophane avait inventé un mot d'ordre efficace qu'il plaça dans la bouche de son héroïne Lysistrata. Ne faites pas l'amour et la guerre s'arrêtera. Alors, conseil aux Russes, aux Ukrainiennes, ne faites pas l'amour, la guerre s'arrêtera, je ne sais pas. Cette jeune athénienne audacieuse avait convaincu les femmes des cités grecques de mener une grève du sexe pour mettre fin à la guerre du Péloponnèse. Lysistrata, qui se demandait quelle décision pour la paix les hommes à l'Assemblée avaient prise, s'adressa à eux en ces termes: vous preniez des décisions désastreuses et il n'aurait fallu faire aucune remarque. Donc à votre tour d'écouter nos conseils et de vous taire, comme nous auparavant, nous allons vous mettre sur le droit chemin. Donc c'est un auteur de pièces comiques, je le rappelle, on est bien d'accord, mais il ne manqua pas d'écrire: je déclare qu'il faut laisser la cité aux femmes, laissons-les simplement gouverner et ne voyons qu'une chose, c'est qu'étant mères, elles auront d'abord à cœur de sauver les soldats. Alors, il est bien évident qu'on pourrait conclure que seules les femmes seraient aptes à gouverner, ce qui est absolument faux, ce qui est une grossière méprise. C'est pas une histoire de sexe, voilà, c'est une histoire de capacité et de compétence. Mais en tout cas, je trouvais amusant de citer. Voilà. Pourquoi il y aurait peut-être intérêt à revenir sur notre héritage grec d'il y a 2500 ans. Sans doute, sans doute. Alors, il est bientôt 20h, donc on va conclure. Il y a peut-être d'autres questions. Désolée si on n'a pas pu répondre à toutes les questions. Vous pourrez, si vous le souhaitez, en passant par le SEMA, poser vos questions à Pauline.
Oui, Et de toute aussi, façon, si vous souhaitez vous procurer l'ouvrage Mère et Paix, ça c'est possible aussi aux éditions de guerre, c'est un ouvrage assez édition connu. de l'école Ah, de guerre. École de guerre, École de guerre, voilà. On peut l'avoir directement aux éditions de l'école de guerre ou à la FNAC, ou enfin, Voilà. bon, il n'y a pas... Avec dans des la- images, on ne les a pas montrées, mais il y a de très belles images de ces mères. Oui, parce qu'on a fait des portraits, on a fait un petit film, on a photographié toutes les mères, donc on ne les voit pas très bien, mais toutes les mères ont été photographiées et on a un petit film de toutes ces mères qui, voilà, avec Sœur Mariam. J'ai pas parlé de Sœur Oui, Mariam, Sœur Mariam, on n'a pas au parlé de Sœur Liban. Mariam, ouais. mais voilà, Mais on a peut-être une pensée très émue pour Sœur Mariam au Liban qui, elle, affronte énormément de difficultés et grâce à l'école, grâce à l'éducation, offre un chemin d'humanisation pour ses enfants. Et on peut être sœur tout en étant mère. C'est ce qui Bien revient au évidemment. départ. Voilà. Voilà. Donc merci à vous toutes et à vous tous. C'est le dernier webinaire du CEMA, donc le 19e, le dernier avant l'été. Et on se retrouvera le samedi, cette fois-ci on reprend les samedis sans doute, le samedi 17 septembre avec un philosophe, Bernard Benatar. Voilà, je n'en dis pas plus, on finalisera le titre de ce webinaire prochainement. Donc à toutes et à tous, merci d'avoir été là en semaine, merci Pauline, merci infiniment Pauline de m'avoir invitée. et très bonne continuation, très bon week-end de la Pentecôte et puisqu'on ne vous reverra pas d'ici là, très bon été.